Danny Boodman resta encore marin pendant 8 ans, 2 mois et 11 jours. Puis, pendant une tempête au beau milieu de l'océan, il se prit en plein dos une poulie devenue folle. Il mit 3 jours à mourir. Il était tout cassé à l'intérieur, impossible de le réparer. Novecento était un gamin à l'époque. Il s'assit à côté du lit de Danny, et il n'en bougeait plus. Il avait une pile de vieux journaux et il passa ces 3 jours en se donnant un mal de chien à lire au vieux Danny, qui était en train de casser sa pipe, tous les résultats des courses qu'il trouvait. Il mettait les lettres ensemble comme Danny lui avait appris, le doigt posé sur le papier du journal, les yeux qui ne s'en détachaient pas un instant. Il ne lisait pas vite, mais il lisait. C'est ainsi que le vieux Danny mourut sur la 7e course de Chicago, remportée de 2 longueurs par eau potable sur Minestrone et de 5 sur fond de teint bleu. Il faut dire qu'en entendant ces noms-là, il n'avait pas pu s'empêcher de rire, et en riant, il passa l'arme à gauche. On l'enveloppa dans une grande toile, et on le rendit à l'océan. Sur la toile, à la peinture rouge, le capitaine écrivit « Thanks, Danny ». Et c'est ainsi que brusquement, Novecento devint orphelin pour la seconde fois. Il avait 8 ans, et derrière lui, déjà une 50aine d'allers-retours Europe-Amérique. Sa maison, c'était l'océan. Quant à la terre, eh bien, il n'y avait jamais posé le pied. Il l'avait aperçu, bien sûr, depuis les ports, mais y descendre jamais. Il faut dire que Danny avait peur qu'on le lui prenne avec les histoires de papier et de visa, ce genre de choses, si bien qu'à chaque fois, Novecento, lui, il restait à bord, et puis au bout d'un certain temps, on repartait. À dire précisément, Novecento, pour le monde, il n'existait même pas. Pas une ville, pas une paroisse, pas un hôpital, pas une prison, pas une équipe de baseball où son nom soit marqué quelque part. Il n'avait pas de patrie, il n'avait pas de date de naissance, il n'avait pas de famille. Il avait 8 ans, mais officiellement, il n'était pas né. Ça ne pourra pas continuer longtemps, cette histoire, disaient quelquefois les autres à Danny. Et en plus, c'est contre la loi. Mais Danny avait une réponse qui faisait pas un pli. Au cul la loi, il disait. On ne peut plus réellement discuter à partir de là. À l'arrivée à Southampton, à la fin de la traversée pendant laquelle Danny était mort, le capitaine décida qu'il était temps de mettre fin à cette plaisanterie. Il convoqua les autorités portuaires et demanda à son second d'aller chercher Novecento. Eh bien, jamais le second ne put le trouver. Il le chercha dans tout le bateau pendant 2 jours. Rien. Il avait disparu. Cette histoire, personne ne la digérait vraiment parce qu'il s'y était vraiment habitué à ce gamin finalement, sur le Virginian. Et personne n'osait en parler, mais c'est vite fait de se jeter du haut de la rambarde et la mer, elle fait ce qu'elle veut. Et si bien qu'ils avaient tous la mort dans l'âme, et quand le bateau est reparti 22 jours plus tard pour Rio de Janeiro sans que Novecento soit réapparu, et sans aucune nouvelle de lui. Comme chaque fois, au moment du départ, les serpentins, les sirènes, les feux d'artifice, mais cette fois-là c'était différent, ils perdaient Novecento et c'était pour toujours, quelque chose leur grignotait le sourire, à eux tous, ça les mordait à l'intérieur. La seconde nuit de la traversée, alors qu'on ne voyait même plus les lumières de la côte irlandaise, Barry, le maître d'équipage, entra comme un fou dans la cabine du commandant et le réveilla en disant qu'il fallait absolument qu'il vienne voir. Le commandant jura, mais à la voir. Salle de bal des premières, lumières éteintes. Silhouette en pyjama, debout à l'entrée, passagers tirés de leur cabine. Et aussi des marins et 3 gars tout noirs montés de la salle des machines. Et même Truman, le radio. Silencieux, tous, à regarder. Novecento. Il était assis sur le tabouret du piano, les jambes pendantes, et ne touchait même pas le sol. Et, aussi vrai que Dieu est vrai, il était en train de jouer. Commence une musique enregistrée pour piano, plutôt simple, lente et séduisante. Il jouait. Je ne sais pas quel diable de musique, petite, mais belle. Pas de trucage, c'était vraiment lui qui jouait, c'était ses mains à lui sur ce clavier. Dieu sait comment. Et il fallait entendre ce qui en sortait. Il y avait une dame en robe de chambre, rose, avec des espèces de pinces dans les cheveux, le genre bourré de fric, si vous voyez ce que je veux dire. Une américaine mariée avec un assureur, eh bien, elle avait de grosses larmes, ça coulait sur sa crème de nuit, elle regardait et elle pleurait, elle ne pouvait plus s'arrêter. Quand elle vit le commandant à côté d'elle, bouillant de surprise, mais bouillant littéralement quand elle le vit à côté d'elle, avec un reniflant, la grosse dame riche, je veux dire, elle montra le piano et en reniflant, elle demanda « S'appelle comment ?»« Novecento. » « Pas la chanson, le petit garçon. »« Novecento. » « Comme la chanson ?» C'était le genre de conversation qu'un commandant de marine peut difficilement poursuivre au-delà des 4 ou 5 premières répliques. Surtout quand il vient de découvrir qu'un gosse qu'on croyait mort non seulement était vivant, mais avait entre-temps appris à jouer du piano. Il planta là la grosse dame, riche, avec ses alarmes et tutti quanti, et traversa toute la salle d'un pas décidé, en pantalon de pyjama et veste d'uniforme déboutonnée. Il ne s'arrêta qu'arrivé près du piano. Il y en avait beaucoup des choses qu'il aurait voulu dire à cet instant-là. Entre autres, où t'as appris, bordel ? Et aussi, où diable est-ce que t'étais fourré ? Mais comme beaucoup d'hommes habitués à vivre en uniforme, il avait fini par penser également en uniforme. C'est pourquoi il dit « Novecento,
Tout ceci est absolument contraire au règlement. Novecento s'arrêtait de jouer, mais c'était un petit garçon qui parlait peu et apprenait vite. Avec douceur, il regardait le commandant et il lui dit « Aucun règlement. » On entend en audio des bruits de tempête. L'océan s'est réveillé. L'océan a déraillé. L'eau explose dans le ciel. Elle explose, elle dégringole, arrache les nuages au vent et les étoiles. Il est furieux l'océan, il se déchaîne. Mais jusqu'à quand? Personne ne sait. Un jour entier, ça finira pas s'arrêter. Maman, ce truc-là, maman. Tu me l'avais pas dit, dors mon enfant, c'est la berceuse de l'océan. L'océan qui te berce. Tu parles qu'il me berce, il est furieux l'océan. Partout, l'écume et le cauchemar, il est fou l'océan. Aussi loin qu'on peut voir, tout est noir, de grands murs noirs. Qui déboulent, et tous là, tous. La gueule ouverte en attendant que ça s'arrête. Qu'on coule à pic, je veux pas maman. Je veux l'eau qui repose, l'eau qui reflète, arrête-moi. Ces murailles absurdes, ces murailles d'eau qui dégringolent et tout ce bruit. Je reveux l'eau que tu connais, je reveux la mer, le silence, la lumière et les poissons volants. Dessus, qui volent. Première traversée, première tempête, la poisse. J'avais même pas eu le temps de comprendre où j'étais que je me retrouvais dans un des grains les plus terribles de l'histoire du Virginian. En pleine nuit, il a eu les boules et hop, il a tout envoyé promener l'océan. À croire que ça ne s'arrêterait jamais. Le type qui est sur un bateau pour jouer de la trompette, on ne peut pas dire qu'il soit d'une grande utilité quand l'ouragan arrive. Il peut juste éviter de jouer de la trompette histoire de ne pas compliquer les choses. Et puis rester sur sa couchette bien tranquille. Mais moi je ne pouvais pas. T'as beau essayer de penser à autre chose, tu es sûr que tôt ou tard, ces mots vont venir se vriller dans ton crâne. Fais comme un rat. Alors je suis sorti de ma cabine et j'ai commencé à errer de ci de là. Je ne savais même pas où aller. Ça faisait 4 jours seulement que j'étais sur ce bateau, déjà pas mal si je retrouvais le chemin des toilettes. C'est des vraies villes flottantes ces machins, sans blague. Bref, ça n'a pas fait un pli, à force de me cogner dans tous les coins et de prendre les couloirs au hasard. J'ai fini par me perdre. Bon, j'étais fichu cette fois. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé un type tout élégant, habillé de noir, et qui marchait tranquillement, pas du tout l'air d'être perdu. On aurait dit qu'il n'entendait même pas les vagues. Comme s'il était à Nice sur la promenade des Anglais. Ce type-là, c'était Novecento. Il avait 27 ans à l'époque, mais il paraissait plus âgé. Je le connaissais à peine. On avait joué ensemble dans l'orchestre pendant ces 4 jours, mais c'était tout. Je ne savais même pas où était sa cabine. Bien sûr, les autres m'avaient un peu parlé de lui. Il racontait des drôles de choses. Il disait... Novecento, il n'est jamais descendu. Il est né sur le bateau, et depuis il est resté, toujours. 27 ans sans mettre les pieds à terre. Jamais. Dit comme ça avait l'air d'être une craque monumentale. Il disait aussi qu'il jouait une musique qui n'existait pas. Moi, ce que je savais, c'était que chaque fois que je m'apprêtais à jouer dans la salle de bal, Fritz Hermann, un blanc qui ne comprenait rien à la musique, mais qui avait une belle gueule, c'est pour ça d'ailleurs qu'il dirigeait l'orchestre, s'approchait de lui et disait tout bas: Novecento, s'il te plaît. Que les notes normales, d'accord? Novecento faisait oui de la tête et il jouait les notes normales en regardant fixement devant lui, jamais un regard pour ses mains comme s'il était complètement ailleurs. Maintenant, je le sais qu'il y était ailleurs. Mais à l'époque, je savais pas. Je le trouvais un peu bizarre, c'est tout. Cette nuit-là, au beau milieu de la tempête, avec cet air de grand seigneur en vacances, il me vit là, égaré dans un couloir quelconque, avec la tête du type qui est mort. Il me regarda, il me sourit, il me dit: viens. Et bien, quand un gars qui est sur un bateau pour jouer la trompette rencontre au beau milieu d'un ouragan un gars qui lui dit viens, le gars qui joue la trompette, il n'a qu'une chose à faire, il y va. J'y allais donc. Lui, il marchait. Moi, c'était un peu différent. Je n'ai pas une aussi belle allure, mais bon. On finit par arriver jusqu'à la salle de bal, et puis balloter de ci de là, enfin surtout moi, parce que lui on aurait dit qu'il avait des rails sous les pieds, on arrive près du piano. Personne aux environs, il faisait presque noir, juste quelques petites lueurs ici ou là. Novecento me montra les pieds du piano. Enlève les cales, il me dit. Le bateau dansait, que c'en était un plaisir. Tu te tenais à peine debout, et ça n'avait aucun sens de débloquer ses roulettes. Si tu as confiance en moi, enlève-les. Il est fou ce type, j'ai pensé. Et je les ai enlevés. Maintenant, viens t'asseoir ici, me dit alors Novecento. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait faire, vraiment, je n'y comprenais rien. J'étais là à tenir ce piano qui commençait à glisser comme un énorme savon noir. C'était une situation de merde. Je vous jure, dans la tempête jusqu'au cou, et avec ce dingue en plus assis sur son tabouret, autre fichu savon, et ses mains immobiles sur le clavier. Si tu ne t'assieds pas maintenant, tu ne t'assiedras jamais, dit le dingue en souriant. Il monte sur une sorte de portant entre la balançoire et le trapèze. Ok. Tant qu'à être dans la merde, autant sauter à pieds joints, non? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je m'y assois, ok, sur ton connard de tabouret, ça y est, j'y suis maintenant. Et maintenant, n'aie pas peur. Et il commença à jouer. Commence une musique pour piano solo. C'est une sorte de danse, de valse, légère et douce. Le portant commence à se déplacer, faisant tourner le comédien autour de la scène. À mesure que le comédien progresse dans son récit, le mouvement se fait de plus en plus ample jusqu'à frôler les coulisses. À présent, personne n'est obligé de le croire. Et pour être exact, je n'y croirais pas moi-même si on me le racontait.
Mais la vérité vraie, c'est que ce piano commençait à glisser sur le parquet de la salle de bal. Et nous, derrière lui, avec Novecento qui jouait, sans détacher son regard des touches, il avait l'air ailleurs. Et le piano suivait les vagues et il s'en allait d'un côté, revenait de l'autre, puis tournait sur lui-même et filait droit sur les baies vitrées. Puis à un cheveu de la vitre, il s'arrêtait et recommençait à glisser doucement dans l'autre sens. Je veux dire, c'était comme si l'océan le berçait. Et nous avec. Moi, j'y comprenais rien et Novecento, lui, il jouait, il continuait à jouer et c'était clair que ce piano, il se contentait pas de jouer dessus, mais il le conduisait. Vous comprenez? Avec les touches, avec les notes, je sais pas avec quoi, mais il le conduisait où il voulait ce piano. C'était absurde, mais n'empêche. Et pendant qu'on voltigeait entre les tables, frôlant les lampadaires et les fauteuils, j'ai compris à ce moment-là que ce qu'on faisait, ce qu'on était en train de faire, c'était danser avec l'océan. Nous et lui. Des danseurs fous et parfaits, emportés dans une valse lente sur le parquet doré de la nuit. Oh yes. Il commence à voltiger amplement à travers toute la scène, sur son portant, avec un air de bonheur pendant que l'océan devient fou, que le navire danse et que la musique du piano dicte une sorte de valse qui, à travers différents effets sonores, accélère, freine, tourne, bref, conduit le grand bal. Puis après la énième acrobatie, par suite d'une fausse manœuvre, il se retrouve sur la lancée derrière les coulisses. La musique tente de freiner, mais il est trop tard. Le comédien a juste le temps de crier « Oh Christ !» Et il disparaît par la coulisse, heurtant quelque chose. On entend un grand fracas, comme s'il avait cassé une baie vitrée. Une table de bar, un salon, quelque chose. Grand boucan. Instant de pause et de silence, puis, par la même coulisse que celle par laquelle il avait apparu, le comédien revient lentement.